Monsieur Fitzgibbon, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, M. Thibault. Bon, votre session recommence mardi. Exact. Dites-moi, quelles sont les grandes priorités de votre gouvernement pour les prochains mois jusqu'au congé d'été? Si je parle en termes généraux, je pense que M. Legault était très clair. On parle de santé, on parle d'éducation, on parle d'environnement. Et l'économie, ça va s'accrocher à ça. Nous, l'environnement, on est très proches l'un de l'autre. Et le développement économique, évidemment, est important parce que notre mandat, notre mission, ma mission, c'est de créer de la richesse collective pour qu'on puisse justement réinvestir dans nos piliers sociétaux qui sont la santé et l'éducation. L'environnement, l'économie, il y en a qui disent des fois ça ne fonctionne pas de pair. M. Legault a dit il faut que ça fonctionne et il faut qu'on puisse protéger l'environnement sans nécessairement compromettre les investissements. Je pense à des projets comme GNL, par exemple. Comment vous réconciliez votre désir de stimuler l'économie tout en protégeant l'environnement comme M. Legault veut le faire durant le mandat? Je pense qu'on est rendu ailleurs dans le cycle politique. Je pense que j'ai toujours dit qu'on est tous ministres de l'Environnement. On fait tous face au changement climatique. Oui, mais il y a des contradictions par contre. Vous avez raison, mais je pense que fondamentalement, tous les ministres, et moi particulièrement, je pense que l'économie va se nourrir de l'environnement. J'ai annoncé des programmes en décembre pour stimuler les appels d'offres pour la nouvelle technologie, capter le carbone, transport innovant, nouveaux carburants. Alors, je pense qu'on est ailleurs et je dirais que l'harmonie entre l'environnement et l'économie est là. Et oui, il y a des processus de BAP, par exemple. Il y a des projets qu'il faut passer à travers. Mais moi, dans mon cas, il y a plusieurs projets que je travaille avec M. Charette, puis je suis parfaitement à l'aise de passer à travers les processus du BAP. Mais je pense, la différence, c'est que les projets que nous regardons à l'origine sont regardés en collaboration avec l'environnement et non pas à la fin. C'est pas comme un processus qu'on va faire Une note de à votre la page, fin. oui, c'est ça. Non. Ou a posteriori, on le fait a priori. Vous le faites. Hypothétiquement, vous faites quoi si vous arrivez, vous étudiez un projet, vous dites c'est bon pour l'économie, mais c'est moins bon pour l'environnement. Mais moi, je le veux, ce projet-là. En tant que gars d'économie, vous faites quoi? Bien, règle générale, on parle de GES principalement. Là, on est très focalisé sur ça. Ouais. Alors, je pense que si on a un projet qui va être GES négatif, donc on en émet, bien, il faut peut-être avoir en parallèle à ça un programme pour atténuer cette. On a eu un projet récemment où on a fait ça. On a regardé un projet, c'était négatif au niveau de GES, mais on avait peut-être à côté la captation de carbone qui va être faite en concomitance pour neutraliser. Je pense qu'il y a des technologies, des techniques qui peuvent être mises en place pour atténuer l'environnement. Et en bout de piste, il faut regarder sur une base globale nationale. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir des projets qui vont être négatifs, mais si on en a autant, par exemple, je travaille beaucoup sur les véhicules électriques. Bien, on va peut-être réduire la moitié de nos GES qui sont émis par les véhicules électriques. Donc, ça va compenser peut-être des projets industriels qu'on doit faire peut-être pour une pérennité de certaines industries. Reprise des travaux, reprise des sessions. Les derniers mois n'ont pas été toujours faciles. Il y a eu certains volte-face, certains cafouillages. Est-ce que vous avez appris de ces moments-là? Qu'est-ce que vous vous dites en tant que groupe parlementaire quand vous retournez au gouvernement, quand vous retournez en Chambre pour dire qu'il faudrait peut-être faire les choses différemment? Écoutez, on est un jeune gouvernement. Je suis un jeune ministre, malgré mon apparence. Alors, on fait des erreurs. C'est sûr on veut bien faire, on va aller vite, mais je pense que ce qui est important, c'est qu'on réalise des fois qu'il faut s'ajuster. Et je pense que réaliser qu'on a fait une erreur et la corriger, c'est la remédier. Alors, moi, je ne suis pas du tout mal à l'aise par rapport à ça, au contraire. Puis tous nos ministres, mes collègues, moi aussi, j'ai fait des erreurs. Alors, on est solidaires, puis je pense qu'on est un groupe qui est très enthousiaste sur l'impact qu'on pense avoir sur le Québec. Bon, parlons d'Investissement Québec. Oui. Ça, c'est vous. C'est dans votre cours, vous en occupez. Demain, vous allez relancer Investissement Québec. C'est la dernière étape du processus de transition. À quoi on peut s'attendre? Écoutez, je vais retourner un peu en arrière. Je pense pourquoi on fait la réforme d'Investissement Québec. J'ai toujours dit qu'Investissement Québec, ce qu'il faisait dans le passé était bien fait. C'est ce qu'il ne faisait pas qui était un problème pour moi. On regarde le fondamental de notre croissance économique, développement économique, ça passe par trois choses. L'innovation, parce que nous sommes sous-productifs au Québec par rapport à nos compétiteurs ontariens ou américains. On veut plus d'exportation parce que nous avons une balance commerciale déficitaire. Puis on veut plus d'investissements directs étrangers pertinents pour nos gaps industriels. Alors, Investissement Québec va être au centre de ces trois secteurs-là. Donc, l'ajustement qu'on fait avec Investissement Québec, donner des outils financiers et humains pour couvrir les trois secteurs. À quelle vitesse vous voulez voir des résultats?
Écoutez, il va y avoir des résultats à court terme, c'est sûr. Il y en a qui vont être plus générationnels. Mais si je parle aux véhicules électriques, notre stratégie batterie, par exemple, ça va prendre plusieurs années. Oui, bien sûr. Mais entre-temps, on commence à prendre des risques. Déjà, avant même que le projet de loi soit approuvé, on commence à prendre une hausse de risque. Quand je dis hausse de risque, c'est Oui, qu'on... parce que ça fait partie de la réflexion que vous avez imposée à Investissement Québec. Prenez davantage de risques. Investissement Québec était présent une banque. Mais là, je regarde aujourd'hui au Québec, les banques sont tous là, ils font un bon travail. Alors, c'est important qu'Investissement Québec, dans la chaîne des capitaux, soit en complémentarité de ce qui existe. Quand vous prenez des risques, vous les prenez avec l'argent des contribuables. C'est facile à vendre, ça, aux Québécois? Bien, je pense qu'il faut avoir une moyenne de bâton qui est adéquate. On prend plus de risques, c'est sûr qu'il va y avoir des investissements qui sont moins bons, mais on va peut-être faire des rendements sur d'autres investissements qui vont contrecarrer ces pertes-là et même faire plus. Encore une fois, je pense qu'il faut mesurer aussi l'impact. L'important, c'est qu'on ne mesure pas l'impact d'Investissement Québec seulement sur le capital investi, mais sur les répercussions sur la chaîne d'approvisionnement et les répercussions sur la compétitivité des entreprises. Parce qu'une des raisons pourquoi on sous-exporte, c'est parce qu'on était sous-productif. Donc, en réglant l'innovation en entreprise, puis on est capable de rehausser le niveau compétitif, on peut plus exporter. Alors, c'est une espèce d'effet domino. Investissement public. Parlons de Bombardier. Oui. La compagnie ou Airbus, le groupe Airbus Canada voudrait vous voir investir davantage dans l'avion. M. Legault a dit qu'il n'en était pas question. Quelle est la solution? Qu'est-ce que vous allez faire? Bien, premièrement, les objectifs du gouvernement sont très clairs. Le programme du A220, c'est un excellent programme. On voit que le programme fonctionne. On peut questionner le côté financier à l'origine. Ça, c'est clair que c'est un enjeu. Et si on regarde le futur, première chose, c'est qu'il faut structurer pour que le milliard de dollars investi, qu'on ait la plus grande valeur possible sur ce milliard-là. Parce que ça ne va pas très bien de ce côté-là. Et deuxième, je vais revenir à ça. Deuxième, les emplois. On a présentement en haut de 2700 emplois qui sont liés au A220, chiffre qui pourrait augmenter si le programme va aussi bien qu'on pense qu'il va aller. Maintenant, la structure financière, évidemment, M. Legault, à juste titre, a mentionné que nous avons mis 1 milliard US dans le programme. C'est suffisant pour l'argent des Québécois, puis tout le monde est d'accord. Il y a d'autres façons de travailler avec Airbus. Et Airbus, nous voulons qu'il soit heureux d'être au Québec. On veut Airbus qui va travailler conjointement avec nous autres pour bâtir le programme. Le programme A220 est important pour Airbus. Le programme A220 a été créé au Québec. Le centre nerveux du programme est ici, il va demeurer ici. Alors, il faut structurer financièrement l'entreprise pour que nous ne mettions pas d'argent et en même temps qu'on protège les milliards et que le programme continue. Puis à terme, le Québec récupère son investissement dans votre tête? Écoutez, il faut regarder l'investissement du milliard d'une base très large. Si on regarde l'investissement du milliard, on va savoir seulement dans 4-5 ans quelle est la vraie valeur du milliard, parce qu'honnêtement, c'est beaucoup d'hypothèses. Le programme est en début de vie. Le prix de l'avion est très sensible sur la valeur. Il n'y a personne qui sait aujourd'hui quel va être le prix de l'avion en 2-3 ans. Alors, je pense que je ne veux pas m'engager à dire que le programme va être très rentable, pas rentable. Nous ne le savons pas. Ce qui est important, par contre, c'est que le programme va fonctionner, l'emploi et les bénéfices collatéraux. Si on s'avance à 3-4 000 emplois à Mirabel par rapport au A220, les bénéfices vont être énormes. Énormes pour les recettes fiscales, énormes pour notre rayonnement international pour la grappe industrielle. Pour vous, c'est du rendement sur le milliard. Absolument, absolument, absolument. Et investir et vous donnez combien de temps pour déterminer ce que vous allez faire de ce côté-là? Bien, écoutez, on a des impératifs externes. Bombardier doit publier ses résultats. Donc, moi, je pense que d'ici 2 semaines, on va être capable d'avoir une clarté sur ce côté-là de l'équation Bombardier. Votre collègue, M. Girard, cette semaine, a laissé entendre que les choses allaient mieux que ce qu'il avait anticipé, que la croissance économique était meilleure que ce que vous aviez pensé. C'est vrai? Et à quel point ça a un impact pour vous? Écoutez, je pense que le message principal, c'est quand on parle de récession, c'est un terme, je ne sais pas qui est révolu, mais je pense qu'on est tous d'accord dans la communauté qu'il n'y aura pas de récession majeure. Je pense qu'il va y avoir un ralentissement. Un réajustement, un ralentissement. Je pense qu'il est juste de dire que les surplus budgétaires que nous avons présentement vont probablement diminuer les années qui s'en viennent. Je pense que c'est clair. Et on travaille déjà cette année avec une rigueur financière qui pourrait démontrer un certain ralentissement. Mais je pense que nous avons les moyens de nos ambitions. Et moi, ce qui m'excite beaucoup, c'est que nous avons les moyens d'investir en innovation, de s'assurer pendant cette période plus difficile qu'on continue à investir. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'arrêter d'investir quand on pense que ça va aller mal, puis là, on accentue la problématique de compétitivité. Alors, présentement, j'ai les moyens financiers chez Investissement Québec et au ministère de l'Économie pour stimuler l'investissement. C'est le temps de le faire présentement. Donc, ce qui va se passer au niveau économique, ça va être plus dur dans les prochaines années, c'est sûr. Mais je pense qu'on est dans une bonne position et la diversification économique qu'on a au Québec
elle nous aide beaucoup. D'ailleurs, on voit la croissance économique est plus forte au Québec qu'ailleurs au Canada. Avez-vous l'impression que la marge de manœuvre que vous avez avec Investissement Québec vous permet à certains égards, en stimulant l'investissement, d'atténuer peut-être l'impact de ralentissement ou de réajustement? Définitivement. Je pense que si on est capable d'être plus compétitif, donc de plus exporter, bien, on est capable à ce moment-là d'avoir une meilleure neutralisation des cycles. C'est sûr que quand il y a un cycle baissier mondial, tout le monde paye, mais généralement, on a toujours des fenêtres d'opportunité qui sont là. D'ailleurs, on parle de libre-échange. Au Québec, on est privilégié. Nous avons 3 accords de libre-échange. Celui avec les États-Unis et le Mexique, celui avec l'Europe, qu'on n'a pas réellement bien travaillé encore, puis celui avec l'Asie. Alors, au Québec, on a des moyens qui sont, je pense, extraordinaires pour pouvoir... Parlons-en du libre-échange. Le débat se déroule présentement à Ottawa sur l'accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique. Il y a un problème pour le Bloc du côté de l'aluminium. Est-ce que vous voyez un problème de ce côté-là ou ailleurs dans l'accord de libre-échange? À quelle vitesse vous voulez que ce soit? Écoutez, je pense que l'aluminium, j'ai passé une journée et demie au Saguenay la semaine passée, il y a 2 semaines, pour réactiver la filière d'aluminium, la nouvelle stratégie. Et c'est clair qu'on veut promouvoir l'aluminium primaire. Je pense que l'aluminium vert qu'on produit au Québec va être recherché très bientôt. On va peut me payer une prime, j'espère, un jour. L'aluminium secondaire, la transformation secondaire était aussi au rendez-vous. Bon, c'est sûr qu'on a tous peur du dumping, c'est de là qu'on parle. On a eu une certaine assurance, Mme Freeland, Mme Joly, que j'ai parlé, on a eu une assurance que les républicains et les démocrates aux États-Unis réalisent que la situation du dumping n'est pas désirable dans leur accord. Ça n'a pas été mis dans l'accord comme pour l'acier. On aurait aimé l'avoir, mais en même temps, je pense qu'il faut rapidement faire cet accord-là. M. Legault était très clair. Oui, on a mis des pressions, on peut le faire après l'accord, mais je pense qu'il faut signer l'accord. On a besoin pour nos échanges commerciaux. Je vais terminer là-dessus, mais l'autre risque duquel on parle beaucoup, c'est le coronavirus qui a été déclaré une urgence de santé mondiale par l'Organisation mondiale de la santé. À quel point est-ce que ça préoccupe, ça, de votre point de vue, l'impact que ça pourra avoir sur l'économie québécoise? Il peut avoir un impact. Moi, je me rappelle le SARS. J'étais à Hong Kong quand le SARS est arrivé. J'ai travaillé là-bas et il y a eu un impact important sur les relations à l'époque de Hong Kong avec d'autres pays. Bon, la Chine et le Québec, il y a quand même des accords commerciaux importants. C'est sûr qu'il peut y avoir un impact. Il y a moins de voyagement, alors il va y avoir une réticence, les gens vont être plus nerveux. Alors, je pense qu'il faut en être conscient. Et je pense que la Chine, en fait, on importe beaucoup de la Chine, puisqu'on exporte, on est dans un déficit commercial. Mais je pense que c'est préoccupant, mais c'est encore prématuré. Je pense qu'on commence à regarder. Nos compagnies nous en parlent un peu aussi, mais je ne serais pas dramatique. De quelle façon ils vous en parlent? Bien, ça va être plus difficile de se rendre, de voyager. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Des moyens financiers pour atténuer peut-être certaines pertes, mais on est très, très, très embryonnaire. Je pense qu'il est encore trop tôt. Monsieur le ministre Fitzgibbon, merci beaucoup. Merci, M. Thibault.